Du Trizac, c'est comme un séisme. Vous savez que ça peut arriver. Vous savez que vous n'êtes pas prêt. Et quand ça commence, c'est déjà trop tard. Benoît Dutrizac. Alors, il y avait un article dans le National Post qui expliquait les cas de nombreux parents qui ont ouvert un compte et offert leur carte de crédit à leurs adolescents pour aller parier sur des sites de jeux Internet sur Internet. Avec nous, Dr Magali Dufault, qui est psychologue et chercheur à l'Institut universitaire Indépendance, prof titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Dr Dufault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, cet article-là, ça se passe en Ontario. Quand vous l'avez lu, est-ce que c'est courant ce que vous avez lu là? C'est des parents qui cèdent aux pressions de leur adolescent, ils disent OK, voilà ma carte de crédit, voilà, va jouer sur Internet. C'est difficile de dire si c'est courant. On sait que ça existe. Mais en fait, que les jeunes jouent à des jeux de hasard et d'argent alors que c'est interdit, ça fait des années. Là, on le voit pour les jeux en ligne où les parents, comme vous dites, cèdent ou en tout cas vont accepter de partager leur carte de crédit. Mais il y avait des jeunes qui reçoivent encore, peut-être dans leur bon Noël, des billets de loterie. C'est tout aussi interdit. Il y en a qui vont jouer à la loto avec leurs parents. Il y en a qui vont jouer à l'argent avec leurs parents, ou être initiés au poker. Donc, l'initiation des jeunes à des jeux d'hasard et d'argent, mineurs, est présente depuis très longtemps. Là, ce qu'on observe, c'est que il y en a qui vont même aller jusqu'à prendre la carte de crédit de leurs parents. Mais ce qu'on voit aussi, c'est chez des jeunes, bien avant, là, même dans les années 2000, on voyait qu'il y avait des jeunes qui achetaient ce qu'ils appellent des cartes vanille. Là. Vous pouvez acheter ça chez Jean Coutu ou à l'épicerie. Là, c'est comme des cartes de crédit préautorisées. Ouais. Puis ils utilisaient ça pour ouvrir des comptes. Okay, donc, ça fait longtemps. À quel moment ça pose problème? Parce que si t'offres un gratteux pour jouer, pour niaiser, pour passer le temps, une fois que t'as gratté ta carte, il y en a pas d'autres. Mais si t'es sur Internet, là, puis t'as mis des sous, ça marche pas, t'as toujours, c'est sans cesse, là. Il y a quand même une différence à faire. Ben, en fait, il y a une différence, vous avez raison, sur l'accessibilité, mais ce qui est toujours dangereux, c'est de croire qu'on peut faire de l'argent avec des jeux d'hasard et d'argent. Fait que si vous offrez un billet de loto, puis le jeune ou la personne gagne, là, à ce moment-là, il va croire, waouh, c'est une façon de faire de l'argent. Et ça, c'est une des croyances qui est le plus dangereuse d'avoir dans sa vie. Mais on l'offre jeune ou pas. Mais vous serez jamais porte-parole de l'Auto-Québec, vous là. Oubliez ça, là. Non, jamais. Mais à quel point, on m'a dit ça aussi, là, les algorithmes, là, quand on est rendu sur Internet, là, les algorithmes font en sorte que tu peux jamais sortir vraiment gagnant du temps passé à jouer, à parier. Ben en fait, plus tu passes de temps, plus tu as le risque de perdre de l'argent. Puis si vous avez joué, peut-être il y en a qui ont joué avec du play money, là, donc ils vont se mettre sur un site Internet, puis là tu joues pas de la vraie argent, puis après ça, là, ils vont t'inciter à venir jouer de l'argent en disant « Wow, t'es vraiment, vraiment bon ». On sait que tout le jeu sans vrai argent, ben c'est un peu truqué. Il y a une super bonne étude qui a été faite à l'Université Laval qui a démontré ça. Docteur Dufault, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un adolescent? Là, on parle pas des adultes consentants qui peuvent faire des conneries, mais des adolescents. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau quand on leur offre l'accès comme ça à des sites de paris? Ben en fait, on dit on peut y aller. On n'offre pas toujours la protection qu'il devrait et on risque de créer cette idée que c'est une façon de faire de l'argent et que la personne est compétente. Et c'est ça qui est complexe avec les paris sportifs. Si vous écoutez le sport, puis si vous écoutez les analyses et tout ça, on a vraiment l'impression d'avoir comme une sorte de connaissance qui va nous permettre d'être très bon pour parier. Et là, le jeune a un peu cette croyance-là, moi je suis bon, fait que je vais pouvoir parier, puis ça va être une façon de faire de l'argent. Et donc une façon de me rendre peut-être riche ou d'avoir des biens. Et c'est ça, toute l'aspect de croyance qui peut être dangereux à long terme. Est-ce que c'est vous qui m'aviez dit la perception de soi-même, là, comme quand on se voit comme un winner, puis quelqu'un qui tu peux pas perdre. C'est vous qui m'aviez dit ça, hein? Ça m'était resté en tête, ça. Cette perception qu'on a de nous-mêmes peut t'amener à jouer davantage parce que tu réalises pas que t'as beau penser que t'es un gagnant, les algorithmes ou les jeux de hasard, eux autres en tiennent pas compte.
En fait, c'est les joueurs de poker, beaucoup qui nous ont expliqué ça, hein, comment quand tu penses que tu es un gagnant, puis ça fait partie de ton identité. Quand tu perds, tu minimises, hein, tu dis ok, c'est un bad strike, ça sera pas très long. Puis ensuite, c'est difficile d'abandonner un peu cette identité-là pour dire peut-être que j'ai un problème. Hein, parce que là, c'est devenir comme un perdant, tu sais, ça devient comme une sorte de dichotomie et c'est très problématique parce que c'est très souffrant pour la personne. Donc, de gagner, de parier puis de faire de l'argent puis tu sais, de montrer comment on peut avoir des beaux objets et tout ça, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes valorisent. Les jeux de hasard et d'argent deviennent presque une façon de faire cet argent-là. Puis comme tu as 10 000 façons de parier puis tu as 10 000 possibilités, on construit un petit peu cette identité-là, puis tout d'un coup qu'on gagne par hasard, hein, effectivement, ça peut renforcer un peu cette identité-là que moi je suis bon. Comment vous trouvez les publicités autour des... Tu sais, il y a l'Auto-Québec, mais il y a un paquet d'autres que je nommerai pas parce que je veux pas leur faire de la publicité gratuite, mais il y a un paquet de sites de jeux là qui incitent les gens, puis c'est coloré, puis il y a de la musique, puis ça a l'air le fun, puis t'as le goût d'être sur le party. Quand on sait que ça peut toucher les adolescents, comment ça fonctionne tout ça là sur le cerveau des adolescents? En fait, c'est une très grande préoccupation qu'on a. Annie-Claude Savard, qui est professeure à l'Université Laval, s'intéresse beaucoup à cette question-là parce qu'on sait que la publicité influence. Justement, j'étais en clinique avec un jeune patient fin d'adolescence, et il me disait avoir cette publicité-là, puis il y en a beaucoup dans le sport, sur les maillots, il y a des segments même pour le pari sportif. En fait, ça déclenche l'envie de jouer. Et donc, même quand tu dis, OK, non, ce soir, je joue pas, je me suis mis un budget, je veux pas le dépasser, eh bien, ça incite parce que, en plus, plus on est jeune, plus on a un petit peu, on risque d'être impulsif. Donc, si vous avez 2, 3, 4, 5 publicités dans le match, peut-être qu'à la 5e, vous allez céder, vous avez peut-être résisté aux 4 premières. Mais donc, on incite, on est toujours, la publicité est partout, des fois elle est sur les bandes de hockey, elle est sur parfois certains maillots des joueurs selon le sport. Elle est constante. Et oui, ça a un impact et c'est très préoccupant parce qu'il n'y a pas de régulation de de cette publicité-là. Là, les gens vont dire, Docteur Dufault, mais tu peux jouer, c'est comme tu peux prendre l'alcool sans devenir alcoolique, tu peux jouer sans devenir accro, mais là, aujourd'hui, on se parle des adolescents. C'est pas le même combat, là. En fait, on a choisi en tant que société de protéger les adolescents à la fois de l'alcool parce qu'on sait qu'il peut y avoir des méfaits, puis à la fois des jeux de hasard et d'argent parce qu'en fait, on veut donner le plus de bonnes habitudes de vie. Donc, est-ce que jouer amène nécessairement des problèmes? Clairement non, hein, parce que il y en a plus qu'il y en aurait. Par contre, est-ce que quand on va jouer, est-ce qu'on va amener à créer des croyances qui vont peut-être mettre la personne à risque. Et c'est tout ça l'enjeu. Est-ce que de donner sa carte de crédit, est-ce que de permettre d'acheter un billet de loterie, est-ce que ça va amener cette idée de c'est une façon de faire de l'argent? Puis on veut surtout pas que les jeunes aient cette croyance-là. À quel moment vous pensez qu'on doit consulter, qu'un ado doit consulter? Quels sont les signes? En fait, les jeux d'hasard et d'argent, ce qu'on va voir quand on les voit en clinique, là, moi je parle d'ados, mais plutôt entre, je vous dirais, 17, 19, là, où est-ce qu'on a vu vraiment une émergence de jeux, c'est souvent quand les problèmes financiers vont être grands. Puis là, vous allez me dire, oui, mais je suis un adolescent, comment faut-il? Mais en fait, ce que moi j'ai vu, c'est beaucoup, ils vont emprunter de l'argent à des amis. Des fois, ils vont venir aussi très anxieux, parce que si, je sais pas, vous avez dépensé $500, mais $500 pour un adolescent, c'est beaucoup à rembourser. Et là, donc, ils deviennent avoir beaucoup d'anxiété. Il y en a qui vont même avoir des problèmes scolaires parce qu'ils vont penser comment vais-je faire pour rembourser. Et c'est là que la spirale du jeu devient un problème parce que si j'ai des problèmes financiers, où je retrouve l'argent, des fois c'est en allant jouer et là je reviens à perdre de l'argent. Fait que là vous voyez la boucle toute l'idée de se refaire. Donc on va parler de problèmes financiers, on va parler quand les gens comme l'enfant se retire. Il est comme plus secret, il a l'air triste, des fois des problèmes scolaires, peu importe le niveau scolaire à lequel il est. Il va avoir moins tendance aussi à voir ses amis vont observer une humeur différente. Donc, ce sont tous des signes qui peuvent peut-être dire, oups, il y a peut-être quelque chose par rapport au jeu d'hasard et d'argent. Donc, il est en manque. Il peut être en manque ou il peut être préoccupé par les problèmes que ça y a amené, surtout des problèmes financiers. Et avant qu'on s'ouvre sur les problèmes financiers que ça a créé, les joueurs ont très honte d'avoir perdu. Il y a un regard assez critique envers eux. Puis je me souviens, on avait fait une étude, les personnes nous disaient,
je préférerais avoir un problème quasiment de consommation. Les gens me jugeraient moins. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. OK, mais un parent là qui donne, je reviens à l'article du National Post, Dr Dufault, un parent qui sort sa carte de crédit là, qui permet à un adolescent de jouer, est-ce que c'est comme un parent qui donne sa carte de crédit à son adolescent pour aller s'acheter de la drogue? Ben enfin, on peut se poser la question. Moi, sans condamner le parent, je pourrais me poser, OK, comment c'est fait? Est-ce que c'est fait une seule fois? Est-ce que c'est fait pour ensuite être repris contrôle? Est-ce qu'après, on discute des conséquences qu'il peut y avoir? Est-ce qu'on a mis des limites? Est-ce qu'on a discuté de, tu sais, c'est un peu comme les jeunes, mettons, vous avez un jeune de 16 ans, il vous demande d'acheter de l'alcool. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui dites, OK, prends, vas-y, on en reparlera, tu sais, t'as le droit à combien? Ou est-ce qu'on dit, OK, t'as le droit à pas du tout? Est-ce que tu as le droit à 3? Qu'est-ce qu'on fait si ça va pas bien? Comment on fait de la prévention si on le fait? Et ça, l'article ne dit pas. Je me dis peut-être que les parents ont mis un cadre pour protéger le jeune. Et s'ils ne l'ont pas fait, maintenant, comment on peut aider ces parents-là à aider le jeune pour le protéger? Mais la différence, à mes yeux, là, peut-être que je me trompe, mais l'alcool, il y a un effet social à ça, là, qui est pas souhaitable. Tu sais, bon, tu vomis en groupe, t'es sous, tu sais. Le jeu, là, c'est vraiment d'isoler les personnes. Tu sais, les ados, ils s'isolent pour jouer. C'est pas la même dynamique. Vous avez raison que dans l'alcool, il peut y avoir un effet protecteur du groupe, bien que quelqu'un puisse boire seul, mais il peut y avoir un effet protecteur du groupe et du corps. À un moment donné, le corps peut plus en prendre. Et c'est pour ça, quand on va parler des jeux d'hasard et d'argent, avant qu'on dise qu'il y a un problème, des fois, la personne va aller très loin parce que, justement, il n'y a pas de protection. Elle le fait seule. Puis, c'est la limite de la carte de crédit, finalement, là, ou presque. Là. Donc, c'est sûr que c'est problématique. Et c'est pour ça qu'on a besoin, peu importe notre âge, là, des fois, de se mettre des limites. Si on va jouer combien? Donc, de déterminer des montants, de se mettre des barrières pour se protéger si on veut le faire. OK. On se laisse là-dessus, Dr Dufault, mais je disais que c'était un marché en développement. 12% des élèves au secondaire disent avoir parié sur les sites Internet. C'était 8% en 2023. Faut s'en rendre compte, là, parce que ça s'en va pas dans le bon sens. Ça s'en va pas dans le bon sens, puis il faut continuer nos efforts. Vous avez raison. Puis au Québec, on est chanceux. Il y a des traitements qui sont gratuits, mais on veut pas qu'ils se rendent là. Donc, il faut vraiment investir dans la prévention. Docteur Magali Dufault, psychologue, toujours un plaisir. Un gros merci à vous. C'est moi qui vous remercie.